Mesdames, Messieurs, bonsoir. Deux sujets d'actualité que nous traitons dans cet épisode Question d'actu. D'abord, la présentation de l'initiative royale Afrique-Atlantique au Parlement panafricain et puis ce fameux débat présidentiel aux États-Unis. Hier, à Johannesburg, la députée à la Chambre des conseillers, Hana Belkher, a exposé l'apport de l'initiative Afrique-Atlantique-Sahel qui englobe, rappelons-le, 27 nations. Notamment un apport en termes de dispositifs logistiques favorisant les échanges intra-africains et par ricochet l'accélération de la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. L'initiative devrait entraîner une augmentation moyenne annuelle des investissements directs étrangers de plus de 5% selon les estimations. Comment la diplomatie parlementaire peut-elle accélérer l'opérationnalisation de l'initiative? Comment capitaliser sur l'institutionnalisation de l'initiative royale de l'Afrique Atlantique-Sahel? Quelle réponse apporte cette initiative à la fatalité géosécuritaire des pays enclavés et dans un narratif partagé par les 54 pays du continent? Quelle affirmation de soi comme une puissance mondiale connectée au reste du monde et qui pèse de plus en plus sur l'échiquier mondial? Réponse dans cette émission en compagnie des experts. Et nous allons traverser l'Atlantique en deuxième partie d'émission pour analyser le premier débat présidentiel aux États-Unis. Hier, les deux candidats se sont affrontés pendant 2 heures dans un duel qui restera dans les annales de l'histoire de la première démocratie du monde, entre attaques personnelles et un président sortant peu convaincant. Beaucoup de questions ont surgi à l'issue de ce débat, dont la plus critique: les démocrates vont-ils changer de candidat ? Si oui, qui pour remplacer Joe Biden dans la course à la Maison-Blanche? N'oublions pas que les règles du Parti démocrate rendent presque impossible le remplacement d'un candidat sans son consentement. Pour le débat de ce soir, du coup, je reçois le professeur de Relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Boudaha. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, chère Madame Khadija. Merci encore. Merci à vous, toujours un plaisir. Toujours des débats très enrichissants en votre compagnie, en la compagnie aussi de mes deux autres invités. Et un plaisir renouvelé d'accueillir mon confrère Bachir Thiam. Bonsoir. Bonsoir Khadija. Bonsoir professeur. Bonsoir, cher Bachir. Plaisir aussi de partager le plateau avec vous. C'est réciproque. Merci. Et depuis Vancouver, avec nous l'expert en stratégie politique, Hicham Ouattadid. Bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci à vous tous. Merci à vous de l'avoir accepté. Comme je l'annonçais donc en introduction, deux sujets d'actualité. Le premier, c'est cette présentation de l'initiative royale Afrique-Atlantique. C'était donc au Parlement panafricain. Un peu de pédagogie pour commencer pour les moins initiés. Professeur Abou Dahab, c'est un peu notre tradition. Qu'est-ce que le Parlement panafricain? Quel est son rôle, ses prérogatives et ses attributions? Alors, il semble déjà, à partir de l'appellation, qu'il s'agit plus ou moins d'une institution, une héritière du panafricanisme, qui s'est développée à partir du début des années 60, il faut le dire, et qui a été derrière même la création de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, en 1963. Donc, il porte une sorte de légitimité aussi, il faut le dire, historique, mais aussi, j'allais même dire démocratique, mais je pourrais après préciser mieux les choses. Il s'agit d'une institution principale, aux côtés d'autres, comme la Commission de l'Union africaine, comme le comité exécutif, c'est-à-dire, dit autrement, le comité des ministres des Affaires étrangères, le comité des délégués permanents et évidemment la conférence des chefs d'État et du gouvernement. Il a été mis sur pied en 2004. Il a des statuts fondateurs, il a aussi des protocoles qui devaient être validés plus tard par les 54 États membres de l'Union africaine. Évidemment, il faut le préciser, il ne s'agit pas d'une instance décisionnelle ou délibérative. Il s'agit d'une instance consultative et donc il faut faire des propositions, engager des réflexions, etc. Mais dans l'intention, on va dire, des fondateurs, y compris même les rédacteurs de l'acte constitutif de l'Union africaine, à partir même de 2000, qui est entré en vigueur en 2002, eh bien, il s'agit peut-être de le faire évoluer, cette instance, le Parlement panafricain, pour qu'il devienne probablement d'abord issu des urnes, c'est-à-dire directement le résultat du suffrage universel direct. C'est un peu l'expérience européenne. Il me semble que l'Union africaine voudrait aussi s'inspirer de ce modèle, mais
Peut-être après, dans ma seconde intervention tout à l'heure, je vais préciser une chose, puisque je considère que l'UA est une organisation atypique. Parce qu'en même temps, elle est entre la coopération classique et en même temps, elle voudrait pousser un peu les choses vers l'intégration. Il ne s'agit pas d'instances supranationales, mais en même temps qui ont une certaine capacité d'intervention. Comme par exemple le Conseil de paix et de sécurité dont fait partie le Maroc. Exact. Le plus important, Madame Khadija, pour les chers téléspectateurs, c'est que chaque pays a 5 délégués, c'est-à-dire des afro-députés, dont une femme. Au moins, il faut saluer les promoteurs de cette approche, gender approach, dans le sens où il permet au moins de faire pousser un peu les choses dans l'ensemble de la démocratisation. Je termine donc par là. Par rapport à cette initiative, nous y reviendrons, mais nous sommes un peu dans la pédagogie. Probablement parce que l'expérience européenne, c'est que le Parlement de l'Union européenne, c'est à partir de 1979 qu'il a commencé à faire élire les eurodéputés par suffrage universel direct. Maintenant, ce Parlement-là, c'est sur désignation directe. C'est-à-dire, soit on prend carrément des députés du Parlement marocain, que ce soit au niveau de la Chambre des conseillers, que ce soit au niveau de la Chambre des représentants, et les désigner directement, soit encore les parlementaires vont désigner des parlementaires ou des personnes ex-qualité qui vont siéger pour représenter le Maroc auprès de cette instance qui organise 2 sessions ordinaires par an et qui peut donc à ce moment-là contribuer à la gouvernance des institutions africaines. Vous avez parlé de femmes, c'est une femme qui a exposé donc hier lors de cette session du Parlement panafricain, exposé les avantages, les enjeux de cette initiative royale de l'Afrique atlantique, initiative donc qui a été d'abord imaginée et annoncée par le souverain en novembre dernier et qui trace la route pour une nouvelle vision de l'Afrique. Alors ma question, qui est relative justement à ce Parlement panafricain, comment, Bachir Thiam, comment la diplomatie parlementaire africaine, pas européenne, mais pour le coup nous sommes sur le continent, peut-elle réellement avoir un impact sur l'opérationnalisation d'une telle initiative? Quel est le rôle du plaidoyer des députés, des afro-députés? D'abord, je pense que c'est, un premier temps, c'est sensibiliser d'abord, parce que ce projet n'est pas connu de tout le monde, ou compris en tout cas de tout le monde. Parce que très souvent, quand on parlait de cette initiative Afrique atlantique, promis par Sa Majesté, donc porté par l'État du Maroc en général, on se limite souvent aux 3 pays enclavés du Sahel, ce qu'on retient le plus. Parce qu'on se dit, écoutez, c'est une façon d'ouvrir l'accès à la mer à ces 3 pays-là. Donc le Mali, le Niger et le Burkina Faso, plus globalement Tchad aussi, si besoin. Normalement, c'est 23 plus 4, c'est pour ça que j'ai dit 27 dans mon introduction. Donc 23 pays sur la façade atlantique et les 4 pays du Sahel. Voilà, c'est ça le projet tout à fait. Initiative Afrique. Exact. Donc quand on le dit, on peut se dire aussi, on peut se demander, mais ceux qui ont accès déjà à l'Atlantique n'ont pas besoin d'être entraînés, mais sauf que ce projet-là va au-delà du seul fait de s'ouvrir à la mer. C'est d'abord des espaces d'intégration, c'est un espace aussi d'inclusion, et c'est un espace aussi de coopération. Ça veut dire que chaque espace va engendrer un levier d'opérationnalisation de ce projet. Donc, en envoyant peut-être, ou en tout cas en donnant aux députés, aux afro-députés, donc les élus des assemblées nationales qui se retrouvent à l'Union africaine, peuvent porter cette parole-là pour faire comprendre aux décideurs, finalement, aux chefs d'État, aux différentes unités de prise de pouvoir ou en tout cas de décision au niveau de l'Union africaine, peuvent les inciter peut-être à se saisir de ce dossier pour justement arriver à cette opérationnalisation. Parce que pour le moment, c'est un projet comme tous les projets qui ont été présentés, qui peuvent passer ou pas, ou qui peuvent rester aussi lettre morte, souvent. Dans ce cas de figure, parce que c'est tellement difficile d'intégrer tout le monde, parce qu'il y a tellement d'intérêts divergents qui font que, finalement, il faut beaucoup de diplomatie, beaucoup d'extérité aussi de ces porteurs de ce projet. Le plaidoyer n'est pas simple, justement, parce que quand on voit même le projet de la ZLECAf qui bute un peu sur certaines, il faut le dire, sur certaines appréhensions d'ordre douanier, d'ordre sécuritaire ou d'ordre tarifaire. Absolument. Mais ce qui est intéressant dans l'approche, et d'ailleurs ça a été exposé, on n'a pas parlé de cela, on a plus parlé
d'aspect logistique, c'est-à-dire la facilitation finalement du commerce intra-africain, mais surtout comme un maillon aujourd'hui qui s'impose dans le commerce mondial. Donc là, c'est ce qui différencie finalement, ou comment cela différencie cette approche-là, qui est purement logistique, d'une approche plus dans les règles du commerce international. Oui. Tout à fait, parce que l'approche logistique, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on parle des pays enclavés d'Afrique. Je pense qu'ils sont autour de 15. Non, en Afrique, les pays enclavés, j'avais noté ça, c'est 16 qui n'ont pas de littoral. Il y a 16 pays au total, dont les 4 pays du Sahel, plus peut-être Zimbabwe, Zambie, Rwanda, Centrafrique, Burundi, etc., etc. Ils sont 16. Donc ces 16 pays, quand on fait un zoom sur eux, c'est aussi parmi les pays les moins avancés d'Afrique, en termes économiques et de développement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait qu'il n'ait pas accès à la mer, effectivement, pose un problème d'accès au réseau mondial de la logistique et du transport. Donc la logistique que vous évoquez tout à l'heure, c'est justement pousser, en tout cas aider ces pays-là à accéder à la connectivité mondiale du transport et du développement. On prend l'exemple du Burkina Faso ou du Mali, qui a son port à Dakar. Donc le transport ou le transfert international du Mali atterrit d'abord, en tout cas, à Kos à Dakar. Mais donc le Mali a tout intérêt à être en de bons termes avec Dakar, c'est simplement ça. Oui. Donc si ça ne va pas, il te bloque ta logistique, donc la chaîne se coupe et puis les conséquences sont énormes. Donc ce côté logistique mais prolongé, donc c'est effectivement logistique, donc le transport en termes de réseau de transfert et la maritimisation. Aujourd'hui on parle de globalisation, mais les autres parlent de maritimisation. Non, les enjeux maritimes sont aujourd'hui plus donc, la logistique, que jamais en ce sens, super important. Alors, super important, comment, compte tenu de la fatalité géosécuritaire des pays enclavés, Hicham Ouattadid? Je pense que aussi c'est ce genre de projets en fait qui vont pousser l'ensemble des acteurs à s'asseoir pour discuter en fait des intérêts partagés, mais aussi des enjeux auxquels ils font face et essayer de se trouver une manière, au moins adopter une vision partagée à comment faire face à cet enjeu qui menace en fait l'ensemble de la population qui se trouve dans cette région, mais aussi l'ensemble des intérêts de ces États. Et je pense que c'est l'une aussi des objectifs de ce genre d'initiatives, c'est de rapprocher en fait les intérêts ou de les croiser entre les États afin qu'ils puissent s'asseoir et aussi discuter de tout, c'est-à-dire de tout ce qui touche en fait ce grand projet et tout ce qui est accessoire autour en fait de cette initiative. Et je pense que cette initiative est une initiative à dimension stratégique, transversale, qui touche plusieurs secteurs dans le sécuritaire, qui est très important aujourd'hui pour un ensemble de pays, et surtout que ces réseaux, en fait, que ce soit criminels ou terroristes qui agissent ou qui se déplacent en Afrique, n'est pas dans leurs intérêts, en fait, que les Africains ou que les États africains aillent ce genre de projet. Et je pense que l'une des solutions sur quoi mise le Maroc ou l'État marocain en Afrique, c'est cet apport en fait du développement pour servir la paix et la sécurité dans la région. Alors, justement, en parlant du Maroc, professeur Abou Dahab, donc cette réunion-là, ça s'est tenu à Johannesburg. Yeah. L'Afrique du Sud est concernée, de par la géographie, bien naturellement, par cette initiative. D'abord, un mot sur l'Afrique du Sud dans cette initiative, compte tenu de l'historique, compte tenu aussi des positions que l'on connaît, historiques aussi, pour le coup, qui datent de l'époque de la guerre froide, si ce n'est avant. Et aussi pour porter un narratif d'une affirmation de soi des Africains. Parce que vous avez parlé de panafricanisme tout à l'heure. Bien sûr, évidemment. Sans tenir compte d'autres orientations, paramètres ou idéologies surtout. Voilà, des considérations purement idéologiques. L'Afrique du Sud, d'abord, a assisté aux réunions ministérielles concernant, d'abord, officiellement, le processus des États africains atlantiques. C'est ça. À partir de 2022. C'est la Namibie qui n'avait pas peut-être assisté à ces réunions. Et donc, cela, au moins implicitement, souligne l'intérêt exprimé par l'Afrique du Sud, puisqu'elle compte quand même
un port de dimension régionale, sinon continentale. Et elle est bénéficiaire aussi par défaut du détournement des cargos qui empruntaient la mer Rouge en raison des attaques des Houthis. Plus ou moins aussi, elle a des calculs géopolitiques, mais aussi géoéconomiques, et les membres des BRICS plus en même temps. Il faut dire aussi qu'elle regarde aussi vers l'Europe de façon générale. Et par conséquent, le passage par le Maroc est fondamental, il est intéressant, stratégiquement parlant. Au-delà des misunderstandings sur des questions qui peut-être vont se résolver par la suite. Et surtout des prises de position. Voilà, aussi. exactement. Il y a des peut-être conjoncturelles. il y a beaucoup de prises de position surtout, idéologiques. Exactement. Et les intérêts économiques peuvent les intérêts aussi économiques. passer, voilà, quoi. Comme vous le savez, Khadija, j'aime bien répéter la règle d'or de la géoéconomie, c'est flag follows the trade. Et donc après, en créant des matelas d'intérêts, l'interdépendance, etc., peut-être cela va aider les pays à faire fondre leur désaccord idéologique ou politique. L'Afrique du Sud, c'est un partenaire important aussi pour le Maroc, pour plusieurs raisons, y compris sur le plan économique. Il ne faut pas l'oublier, c'est quand même un PIB le premier au niveau continental, qui frôle les 800 milliards de dollars, etc. Mais je voudrais dire une chose importante. Quand vous regardez la plateforme qui a été déclinée, et c'était sur proposition marocaine, il y a l'économie bleue, c'est important. Ça inclut aussi la pêche maritime et j'en passe, la lutte contre la piraterie maritime. Vous avez la connectivité, on a la dépollution, le dialogue politique stratégique. L'Afrique du Sud est concernée aussi par les problématiques de lutte contre le terrorisme, réchauffement climatique. S'adosser peut-être à une coalition, vous voyez, j'ai évité le terme organisation, permettrait à l'Afrique du Sud de porter sa voix, de prioriser également ses priorités géostratégiques par rapport à ça, mais prendre le train en marche parce que c'est une démarche qui, à mon sens, elle me paraît pragmatique. Je voudrais quand même rappeler une chose importante. L'initiative atlantique de Sa Majesté a également des racines. Il faut rappeler que le Maroc abrite une organisation de dimension continentale, c'est la conférence ministérielle sur la coopération à lutter contre les États riverains de l'Atlantique. Vous savez que la pêche maritime, tout à l'heure, M. Thiam a parlé de la maritimisation, la littoralisation, c'est un processus géographique majeur, c'est une source de subsistance, de sécurité alimentaire pour beaucoup de pays riverains de l'Atlantique. C'est un avantage. Et vous avez aussi des conventions multilatérales internationales qui considèrent que l'accès à la mer, c'est aussi un droit pour les pays enclavés. C'est la convention de Montego Bay de 1982 qui a été adoptée le 10 décembre, précisément parce que c'est la date de célébration de la Journée des droits de l'homme, et que le Maroc a ratifié en 2007. Et il a dû, par la suite, déposer ce qu'on appelle ces instruments de délimitation maritime. Il y a des enjeux maritimes majeurs connectés à des considérations géostratégiques, etc. Et je crois que le Maroc est fidèle à son paradigme à travers Sa Majesté. L'appropriation du développement par les Africains, déjà depuis 2017, lors du retour à l'Union africaine. L'initiative 3A, adaptation de l'agriculture africaine, gazoduc, c'est une coopération sud-sud très intéressante. Et moi, je crois que les pays verront après les résultats tangibles au cas où l'initiative prendra forme. Et par la suite, on pourra discuter si elle peut, par exemple, s'incarner dans le cadre d'un projet de création d'une véritable organisation sous-continentale ou régionale. Et au niveau parlementaire, il y a donc cette rencontre et ces débats au sein du Parlement panafricain, donc à la banlieue chic de Djobour, ont quand même donné naissance à quelques recommandations qui sont très révélatrices de l'intérêt de ces parlementaires à cette initiative, de ces afro-députés, à cette initiative Afrique-Atlantique. Donc création d'un groupe de travail parlementaire pour cette initiative de Sa Majesté le Roi, organisation en novembre d'une visite au Maroc et une conférence intitulée l'Afrique Atlantique, un espace plutôt catalyseur de la ZLECAf, lors de la prochaine session. Donc c'est encore déjà inscrit à l'ordre du jour de la prochaine session du Parlement panafricain. Donc, Bachir Thiam, on a même adressé une demande au président du Parlement de nommer un ambassadeur d'honneur pour l'initiative Afrique-Atlantique et les pays du Sahel. Que signifie cela? Ça veut dire simplement qu'il faut donner de l'importance à cette démarche-là, à ce projet-là, qui est porté aujourd'hui que par les parlements. Je dis que, entre guillemets, bien sûr, parce que qu'est-ce qu'il faut? Il faut justement, finalement, convaincre tout le monde de la bonne intelligence autour de ce projet qu'on peut, en tout cas, qui pourrait profiter au-delà des pays non enclavés, en fait. Parce qu'on ne parle que des 23 pays qui ont accès à l'Atlantique, plus les 4, ça fait 27, mais plus les autres
l'autre côté de l'Afrique, elle a besoin aussi de connexions au-delà des problèmes ou de conjoncture politique ou diplomatique, quoi. Ils ont besoin de passer aussi à l'Europe ou l'autre partie du monde. Sinon, ils ne sont tournés que vers l'Asie et le Moyen-Orient. Donc, le fait que géographiquement, forcément, on ne peut pas être et à gauche et à droite, on est soit à gauche ou à droite ou au sud ou au nord, forcément, on a besoin des autres points cardinaux pour son business. Forcément, tu as besoin donc de traverser soit les océans ou traverser en tout cas les frontières pour aller au-delà de tes limites géographiques. Donc, tous ces grands pays qui sont sur le côté est, donc oriental de l'Afrique, on va dire Orient et Sud, l'Afrique du Sud, on en parlait tout à l'heure, a bien des intérêts de passer aussi par là, donc par le Maroc, pour aller vers l'Europe, au lieu de faire le tour du monde pour revenir. Le professeur tout à l'heure évoquait le conflit en Ukraine. Ça ne nous regarde pas, a priori, mais la conséquence directe fait qu'il y a des grabuges autour de la mer Rouge. C'est plutôt à cause de la guerre à Gaza. À Gaza, pardon. Non, mais je sais que c'était juste Ukraine, c'est beaucoup. un misunderstanding. Voilà, c'est ça. Donc, on est obligé de trouver des moyens de contournement pour que la continuité de la logistique ne se rompt pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va passer 2 ou 3 semaines plus longtemps sur les mers, sur les océans, mais on passera par l'Afrique du Sud. Donc, ce phénomène-là explique aussi l'effet inverse. L'Afrique du Sud pourrait, bien sûr, aussi, pour des intérêts économiques simplement, avoir de bonnes relations avec le Maroc et tous ces pays-là qu'il doit traverser pour aller, par ailleurs, faire du business simplement. Parce que les pays ne sont pas amis. Ils n'ont que des intérêts entre eux. Ça, c'est dit, ça a été répété. Donc, pour ces intérêts-là, économiques, ils vont le faire. Donc, les députés qui portent ce projet, quel ferait le sens ou l'importance de leur action si ce projet-là n'aboutit pas ? Donc, ils sont presque obligés, autant qu'ils sont. Ce n'est pas seulement les 5 représentant le Maroc, parce qu'ils ont leurs confrères avec qui ils discutent. Les 23 de l'Atlantique, les 4 enclavés et les autres pays de l'Afrique. Donc, si on fait tout ça, ça fait les 54. Parce qu'on n'est que 27. Les 23 plus 4, ça fait 27. Il nous reste quand même 20. Donc, ces 20-là aussi, il faut les arrimer au projet. C'est en ce moment seulement que l'inter-échange pourrait se faire sans quoi et que sur le plan intérêt économique, dans un premier temps. Il y a intérêt économique, et pour terminer cette première partie, Hicham Moussadid, il y a un autre intérêt qui est purement géostratégique, c'est l'importance aujourd'hui de l'espace atlantique dans un peu la géopolitique mondiale. Donc on a le poids de l'Indo-Pacifique, indéniablement, de par les enjeux économiques, mais aussi les enjeux des grandes puissances sur cet espace maritime. Mais là, on voit que l'espace maritime atlantique fait l'objet de convoitises diverses, bien sûr américaines, cela va de soi, et encore, ils se sont beaucoup focalisés sur l'Indo-Pacifique, mais aussi de la Chine, d'où le fait qu'elle veuille que le pays veuille établir une base militaire, par exemple, en Guinée. Bon, chose qui ne va pas se faire parce qu'il y a eu quand même un veto. Mais ceci étant dit, quel est aujourd'hui l'intérêt pour ces pays-là de s'inscrire dans cette initiative compte tenu de tous les éléments que je viens de citer? Oui, vous avez raison, Madame Khadija, qu'aujourd'hui, il n'y a que les Africains qui peuvent en fait protéger ou prendre position au niveau de ces espaces maritimes de leur continent. Sinon, il y a d'autres puissances qui le feront à leur place. Et le plus vite en fait qu'ils le font, le plus facile qu'ils vont se positionner au niveau de cette dynamique internationale ou géopolitique à l'international qui est en train de se créer. Il n'y a pas seulement ou uniquement le sol africain qui est visé par un certain nombre de puissances à l'international, mais il y a aussi ce qu'on appelle toute la zone maritime qui entoure le continent. Et je pense que cette initiative du Maroc est une initiative qui se veut aussi jusqu'à certains points protectrice de ce bassin maritime africain, parce que en fait pour les analystes politiques ou en géopolitique, si les Africains aujourd'hui ne se positionnent pas ou n'ont pas vraiment une seule vision à protéger ces zones maritimes, ils se verront facilement
attaqués ou c'est-à-dire manipulés par un certain nombre de puissances qui vont profiter davantage de ces zones sensibles, surtout avec aussi l'espace en fait Asie-Pacifique qui se veut être concurrentiel davantage à cet espace atlantique. Et je pense que c'est une opportunité pour les Africains pour dire que cet espace-là peut vraiment être rival à cet espace ou à cette montée Asie-Pacifique pour donner une alternative à cette dynamique internationale qui se crée. Je pense que les Africains aujourd'hui ont compris que sans unifier leurs forces à travailler pour vraiment faire valoriser et protéger surtout cet espace, ils perdront davantage, non seulement au niveau du sol, mais aussi au niveau des espaces maritimes du continent. Exactement. Et justement, parlant d'Atlantique, traversons à présent l'Atlantique pour passer à notre deuxième sujet. Ça fait la une de toute la presse, bien naturellement américaine, mais aussi internationale. Tout le monde a suivi, bon, même avec le décalage horaire, a suivi ce duel Biden-Trump. C'était hier sur CNN, exclusivement d'ailleurs, il faut le rappeler, sur l'antenne de CNN. Que retenir de ce premier débat? Là, vraiment, voilà, je vais poser la question la plus vague possible pour récolter le plus d'impressions. Zakaria Boudahab. Ce que je retiens, évidemment, après avoir regardé des passages chocs, mais également lu les commentaires à flot, à la suite de ce débat, c'est que Trump a gagné le débat. Pourquoi? Parce qu'on va dire par défaut aussi, il faut le dire, puisque Biden, sur la forme, est apparu très affaibli, mais sur le fond peut-être un peu plus fort, plus cohérent sur le plan du raisonnement. Mais également, il a quand même, il faut le souligner, un bilan pas négatif, positif sur le plan économique d'ailleurs. Ce n'est pas moi, les analystes qui considèrent que l'économie a été plus robuste, également sur le plan de l'employabilité. Mais il n'a pas su peut-être être plus offensif à l'égard de M. Trump, qui, encore une fois, a brillé par ses missives, par ses attaques. Et d'ailleurs, on le sait, ce n'est pas la première fois qu'ils se sont rencontrés, c'est la deuxième fois. La première fois, je pense, c'était en 2020. Et donc aujourd'hui, on voit très bien que sur le court terme, le débat n'a pas été à l'avantage de M. Biden. Et ça pose énormément de questions sur d'éventuelles alternatives. J'en sais rien, mais je voudrais tout simplement dire qu'il y a une sorte de consensus général, au moins au niveau de la presse mondiale, que Biden était hier très embrouillé, très affaibli par rapport à la démarche sur le plan de la forme, encore une fois. En parlant de fond, du coup, oui. Bachir Thiam, il y a eu beaucoup d'attaques personnelles. D'un côté, le président Biden a cité toutes les charges qui pèsent contre l'ancien président Trump. De l'autre côté, Trump qui attaque Biden. Enfin, nous n'avons pas vraiment l'habitude de suivre des débats présidentiels sur ce fond-là, en fait, sur le fond d'attaques personnelles. C'est vraiment inouï et inédit. Exactement. D'où la question, pourquoi ce débat et pourquoi maintenant? Il n'a pas de sens, au fait. Ce débat n'a jamais eu lieu entre deux présidents sortants et rentrants, et candidats aux États-Unis en ces périodes-là. On est très loin quand même de l'échéance. C'est novembre. On est très loin. Donc l'impact va se dissoudre peut-être d'ici là, quelques jours. Bon, ça c'est un. Deuxièmement, le président Trump, on l'a découvert tous via les médias, bonjour, quand il était candidat la première fois. Et ça a toujours été sa ligne de défense. Il n'a pas changé, il est fidèle à lui-même. Attaquer, te traiter de tous les noms d'oiseaux et tout ça. Et ce qui s'est passé aussi hier. Donc il va finir par entraîner son adversaire aussi dans ce domaine-là. Parce qu'au fait, ils n'ont rien à débattre. Hier, si c'était sur l'économie, c'est réglé. Aujourd'hui, l'économie américaine se porte très bien. Mais sauf que la population, les populations, on va dire les populations américaines, les deux camps en tout cas irréconciliables, sont sur leur position. Ils campent chacun sur sa position en disant c'est comme ça, c'est pas autrement. Et chacun campe sur sa position. Vous êtes le pire président de l'histoire indépendante des États-Unis d'Amérique. Les deux se sont lancés la même attaque quand même. Mais le fait de dire ça, pour moi, souille finalement cette grande démocratie qui a été peut-être le miroir du monde, en se traitant de ces noms d'oiseaux, en tout cas
comme ça, entre l'ancien président et l'actuel président. On se dit, mais où sommes-nous? Où va le monde aujourd'hui? Où va le monde occidental, au fait? Parce que c'est un phénomène plutôt universel, finalement. Ça va au-delà des États-Unis. On est sur du populisme total en politique un peu partout dans l'Occident. Alors, Biden, il va jouer sur son âge. Ils ont combien de différence d'âge? De 3 ans? 78 ans, 81 ans ou 79, 82. Il y a 3 ans de différence d'âge. Donc, c'est tous deux de vieux monsieur pour la politique, en tout cas. Et Donald Trump nous a montré toujours son entrain plutôt, voilà quoi, jeune premier qui court, qui monte... De tests cognitifs, oui, voilà, c'est ça. Positifs. Donc, ils ont créé autour de sa personne une communication, en tout cas un storytelling qui permet aujourd'hui de faire voir le président Trump comme quelqu'un de très actif, de très dynamique, contrairement à Biden qui est un peu chancelant, trébuchant, souvent même tombant. Oui. Voilà, tout ça, c'est bien monté pour que justement cette communication-là porte. Après, le jugement est émotionnel. Hein. Toutes les positions sont basées sur des émotions simplement. Au point, on en parlait tout à l'heure hors antenne, que des populations, en tout cas des populations stigmatisées, finissent par le syndrome de Stockholm, finissent par voter pour le bourreau. Est-ce que vous pensez justement que ce débat pourrait faire changer d'avis à ces populations? Je parle des Latinos, je parle des Afro-Américains qui ne sont pas spécialement pro-Trump pour les raisons que l'on connaît. Est-ce que vous pensez qu'elles pourraient, ces populations-là, s'arrimer plutôt qu'en républicain? Oui, c'est possible. Après le débat Après le débat, oui, c'est possible. Mais pour moi, on est encore très loin de l'échéance électorale. Mais ça pourrait toujours peut-être faire changer d'avis certains. Les indécis en général, c'est eux qu'on cible aujourd'hui. Parce que les pro-Trump, on a beau retourner Trump dans tous les sens, ils ne vont pas changer de cap. Alors, les pro-Trump, est-ce que Hicham Mouatchadid, ils n'ont pas été... Est-ce qu'il n'y aurait pas des démocrates qui auraient changé de camp à cause de la politique d'immigration de l'administration Biden? Et d'ailleurs, le président sortant, l'ex-président Trump l'a attaqué là-dessus aussi. Je pense que le dossier d'immigration est un dossier qui est revenu vraiment souvent hier aussi dans le débat entre les deux présidents, mais c'est pas le seul débat en fait sur lequel va se jouer ces élections aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on est aujourd'hui entre deux présidents qui font pas l'unanimité ou qui ne sont pas appréciés par leur clan jusqu'à certains points, mais c'est l'unanimité. Rappelons que lors des dernières primaires, je me permets de vous interrompre, Hicham, si vous le permettez, il a eu l'unanimité dans son camp, Biden, 99%. Jusqu'à avant le débat. En tout cas, lors des primaires, il a vraiment fait un raz-de-marée au sein des démocrates avec une large majorité de 80, c'est presque 100%. Donc tout le monde voulait Biden comme président, renouvelé. Vous avez raison, mais il y a toujours une phrase au sein des démocrates en fait qui se dit actuellement, c'est que Biden, il est considéré comme une bonne une personne sympa avec une bonne volonté, mais avec une mauvaise en fait mémoire, avec un faible cognitif. C'est pour ça que ils n'ont pas un autre choix. C'est vrai qu'il y a d'autres gouverneurs en fait, notamment celui de la Californie, qui se voient comme peut-être remplaçant de Biden, mais jusqu'à présent il n'y a pas vraiment une unanimité sur laquelle des personnes en fait qui pourraient, ou des gouverneurs en fait qui pourraient remplacer Biden pour ces élections. Maintenant, après ce débat, est-ce qu'il va y avoir une volonté interne en fait qui va être changeante pour pousser à un changement à la tête du leadership en fait de ce parti? On n'en sait pas. Jusqu'à présent, on sait que Trump vraiment essaye de gagner beaucoup plus de points, notamment après le débat d'hier, malgré que vraiment les règles ont changé, même au niveau du débat, il n'y avait pas des présents sur le plateau, le micro a été coupé à chaque fois que le président ou le candidat n'avait pas le droit de la parole, ce qui a désavantagé Trump, surtout avec sa stratégie vraiment de réplique et de couper à chaque fois son adversaire. Donc, mais malgré tout ça, on a vu vraiment un Biden qui est faible, qui
qui a été moins convaincant et qui oubliait même des fois lors de ses réponses et des fois même qu'il a répété en fait certaines phrases de Trump ou certaines réponses de Trump par rapport notamment dans la question sur l'avortement ou l'inflation. Donc on était vraiment devant un débat présidentiel en faveur de Trump. Maintenant, c'est vraiment le clan Biden en fait qui vont essayer de rattraper en mois de septembre, le 10 septembre prochain, lors du deuxième débat qui sera organisé. Et c'est pourquoi d'ailleurs qu'une fois en fait le débat est terminé, l'équipe en fait de Biden a misé sur la campagne électorale de Biden qui va commencer ou qui va être relancée aussi aujourd'hui pour qu'il puisse corriger en fait le tir de ce qui a été durant le débat d'hier. Oui, avant septembre, il y a la convention de la mi-août des démocrates. Alors, je voudrais juste revenir sur certaines réactions à chaud après le débat. Et je vais m'arrêter sur deux en particulier qui sont des proches des ex-conseillers, des anciens conseillers d'Obama, du président Obama, qui, un, dit qu'il y avait un sentiment de choc, le son de sa voix, il semblait un peu désorienté. L'autre qui dit que c'était douloureux, il ne s'est pas bien débrouillé du tout. Est-ce que cette unanimité risque de s'affaiblir, professeur Abou Dahab, d'ici la mi-août, date donc de la confirmation du candidat qui va porter les couleurs des démocrates aux prochaines élections présidentielles? Comme vous l'avez dit, Madame Khadija, et aussi le professeur Hicham, c'est qu'il n'y a pas d'alternative, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, vous l'avez si bien dit, il a été acclamé complètement, avec des voix assez importantes dans son camp, le Parti démocrate. C'est vrai qu'il a roulé sa bosse, comme on dit, de façon populaire, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Il est très expérimenté. Rappelons aussi que c'est un professeur de droit constitutionnel. Mais remarquons aussi que ce n'est pas à l'occasion seulement de ce débat qu'on a vu un M. Biden trébuchant, qui parfois avec des oublis. On avait eu la scène sur le plan de la sémiologie politique au G7, il regardait ailleurs alors que le reste était là. À un moment donné, c'est très inquiétant. Et si peut-être cela s'est confirmé hier, cela va peut-être pousser les démocrates, enfin les partisans de ce parti, peut-être à réajuster le tir, pour ne pas dire autre chose, parce que je ne voudrais pas... Quels sont les scénarios, justement? Parce qu'il y a beaucoup de scénarios maintenant qui se discutent ici et là, dans la presse, les analystes. On dit que... Bon, et c'est je le disais dans mon introduction, les règles du Parti démocrate, il faut le rappeler, rendent presque impossible la destitution ou le remplacement d'un candidat sans qu'il ne soit d'accord, exact, encore moins le remplacement en douceur par quelqu'un d'autre, du candidat. On a peut-être le remplace, c'est-à-dire que, est-ce que vous pensez... Quels sont les noms qui sont probablement... Au-delà des noms, est-ce que vous pensez que d'ici là, est-ce que Joe Biden va se retirer? Pour moi, il va se confirmer dans son statut actuel. On va tout simplement essayer de l'accompagner davantage, parce que vous savez, ça reste quand même un inconnu, celui qui pourrait remplacer M. Biden, compte tenu des enjeux non seulement internes, ce n'est pas seulement le droit de l'avortement ou l'inflation, mais les enjeux géopolitiques majeurs avec la Russie, avec la Chine et d'autres enjeux, le changement climatique, la question de l'OTAN, etc. Qui est cette personne qui pourrait aujourd'hui remplacer et avoir du poids? Et vous l'avez dit, Madame Khadija, il faut attendre aussi la convention du Parti démocratique pour valider complètement le candidat qui va se présenter au nom du parti. Je pense que ce sera en août prochain. Mais probablement, ce que je vois vraisemblablement, c'est que Biden sera maintenu, mais il va être davantage conseillé. Non, mais il y a une réelle panique au sein de son parti. Oui, mais il y a une réelle panique qui s'est emparée des démocrates après le débat d'hier. Elle est légitime, mais raisonnablement, ce que je vois sur le plan de la réelle politique et de la réalité, du bon sens aussi, mais également des problématiques et les enjeux majeurs, c'est que M. Biden va être maintenu comme candidat face à un Donald Trump revu et corrigé. Et puis certainement, il ne va pas se désengager tout seul, même s'il faut le faire, c'est de manière interne et de manière implicite ou même subtile, quoi. Peut-être qu'ils vont le pousser à la sortie,
en l'accompagnant. Est-ce que vous ne pensez pas que le timing aussi oui, absolument, ça joue contre ça lui. joue pour voir d'autres alternatives? Non, il y en a vous déjà. semblez moins convaincu. Non, il y a déjà des alternatives. Oui. Comme ça, globalement, on parlait de Obama. Mais ça reste ouvert, Mme Khadija. On parlait de Obama. Combien de fois on a parlé de Michelle Obama? Oui. Son retour, c'est possible. Alors, Michelle Obama qui a déclaré hier qu'elle ne soutiendrait pas la candidature de Joe Biden pour des raisons, je cite, pour des considérations personnelles. Voilà, donc il faut le dire, elle avait démenti les rumeurs, c'était en mars dernier. Déjà en mars, on disait que Biden allait être remplacé par un autre candidat et c'était le nom, entre autres, de Michelle Obama qui avait largement circulé. Il y a des noms qui circulent à l'intérieur du parti, donc il y a des noms qui sont déjà prêts, des personnes qui sont prêtes à... Est-ce que Kamala Harris pourrait être Pourquoi pas? aussi C'est la candidate? vice-présidente, pourquoi pas? Elle peut l'être aussi. Donc il y a des possibilités mathématiques, en tout cas techniques, qui sont là aujourd'hui, qui sont possibles. Maintenant, le fait que le président Biden sorte du jeu, ça ne se fera pas de lui-même comme ça. On va le pousser à sortir, on va le pousser à démissionner. Non, mais il doit se désister. Non. Ça, c'est c'est une condition sine qua non. Ça, c'est l'information publique. Mais en douceur, ça va se négocier entre personnes tenant du parti. Il y a des ténors qu'on ne voit pas. Oui. C'est eux qui tirent les ficelles et qui pourront dire à un moment donné, c'est pas possible, vous ne pouvez pas porter le jeu, quoi. Parce que quand même, on a parlé de ses oublis, de ses absences. Il trébiche, il tombe, il y a tout ça. Donc on parle de son âge, de sa santé même. Parce qu'après un moment, on dit qu'il est en bonne santé, sa santé mentale est bonne, etc. Donc il y a beaucoup de débats autour de lui, de sa personne. Au-delà de ce qu'il a fait, effectivement, au-delà de son expérience politique, que personne n'a aujourd'hui aux États-Unis. Mais sauf que s'il n'est pas capable de tenir la barre, parce que quand même, c'est la première puissance économique mondiale et première puissance militaire mondiale. C'est la première puissance démocratique mondiale. Donc tout ça fait qu'il faut quelqu'un de capable, de capable physiquement, mentalement, moralement, etc., pour tenir la barre. Et je pense que dans ce parti-là, ce vieux parti, il y a des personnes bien habilitées à prendre la position. Mais ça ne serait pas de la démission comme ça, dégagée pour mettre un autre. Non, ça va se négocier en douceur et puis par lui-même, viendra dire, écoutez, ma santé... ou mon épouse m'a conseillé de... Voilà quoi. Il faudra toujours garder en tête qu'il y a quand même ce principe de loyauté et ce cercle loyal au président sortant Joe Biden, dont le gouverneur de Californie, qui s'est exprimé pour réitérer son soutien au président sortant. Il y a d'autres noms qui sortent, le gouverneur du Michigan, celui de l'Illinois, qui pourraient être des candidats potentiels, Kamala Harris, comme vous le disiez tout à l'heure, à très juste titre. Mais est-ce que la question peut être soulevée avec la campagne qui doit commencer justement et Hicham Ouattadid, si effectivement est-ce qu'on doit attendre les résultats des sondages pour voir si la campagne porte ses fruits pour se prononcer à choisir un autre candidat pour représenter les démocrates à la course à la Maison-Blanche? Je pense que c'est une question qui est très sensible et qui se joue en fait au niveau des rapports de force entre les sous-clans en fait à l'intérieur du parti démocrate. Comme vous le savez tous, tout consensus politique passe par ce qu'on appelle l'axe du pouvoir ou l'axe qui tire les ficelles un peu dans les partis politiques. Maintenant, est-ce que c'est en l'avantage des démocrates d'ouvrir en fait cette dynamique de pouvoir et de discussion entre les clans pour qu'ils puissent se mettre d'accord sur celui qui va remplacer Biden? Est-ce que c'est stratégiquement une bonne méthode pour mener en fait cette campagne électorale? Ou bien vaut mieux se concentrer sur ce qu'on appelle faire face aux républicains afin qu'ils puissent vraiment garder un minimum de concurrence jusqu'à le jour du vote. Donc c'est une question de stratégie politique, c'est une question de stratégie de campagne électorale. Je ne penserais pas, à mon sens, que les démocrates vont essayer de tourner la boussole vers une rediscussion de qui va remplacer
Biden, notamment vraiment avec le temps qui presse pour qu'il puisse récupérer ce que le débat d'hier vraiment a produit, mais aussi pour faire face à la montée de Trump dans les sondages. Je pense, et je ne le penserai pas plus tôt, mais je pense que si jamais d'ici l'été, les clans seront convaincus tous ou se mettront d'accord tous en fait sur remplacer Biden, je pense qu'ils vont trouver une certaine manière, comme l'a mentionné le professeur, ou une certaine stratégie de le pousser à par lui-même annoncer en fait le fait de se retirer de cette course à la présidentielle. Mais est-ce que parce que c'est des noms que l'on ne connaît pas vraiment, qui sont connus au niveau de leurs États finalement. Est-ce que c'est suffisant pour gagner en popularité face à un Trump, en rappelant quand même que le 11 juillet, il y a, on ne sait pas, pour le coup, avant le 19 août, à la date du Congrès des démocrates, il y a le tribunal qui attend le président Trump. Donc, est-ce que les choses peuvent effectivement... En tout cas, c'est un été qui s'annonce vraiment plein de rebondissements dans cette campagne aux États-Unis. Donc, ma question était par rapport à ces deux dates-là et par rapport aussi à la popularité. Est-ce qu'on peut gagner en popularité auprès de millions d'Américains en si peu de temps? De août à novembre, on est à quoi, 3 mois? Je pense que dans l'esprit en fait de l'électeur américain, généralement, les Américains étaient beaucoup plus rationnels et pragmatiques à travers le temps dans leur choix de vote, quel que soit leur clan, même à l'intérieur en fait des compositions politiques. Maintenant, je pense qu'on assiste à une période qui est exceptionnelle, c'est-à-dire une période qui est beaucoup plus dans l'idéologie et la démagogie, chose qui est vraiment nouveau, c'est-à-dire l'idéologie et la démagogie qui l'emportent en fait sur la dimension rationnelle et pragmatique dans le choix des électeurs. C'est pour ça que je dis que quel que soit en fait le passage devant les tribunaux, quelle que soit la manipulation un peu médiatique qui se fait et qui accompagne en fait ce que Trump vit, je pense que les républicains sont convaincus d'un point de vue idéologique et qu'on choisit Trump que coûte que coûte, quel que soit en fait son trajet devant les tribunaux. Et aussi, je pense que l'équipe même Trump essaie de jouer une certaine manipulation en se disant ou en se victimisant en fait politiquement pour se dire qu'ils veulent arrêter notre projet et essaye de manipuler les institutions juridiques, administratives, etc. pour qu'ils puissent m'arrêter d'arriver de m'arriver vraiment à la tête des États-Unis. Mais on l'a remarqué, après, finalement, ça a eu l'effet contraire, c'est-à-dire la popularité de Trump a augmenté après qu'il ait commencé toutes ces affaires qui ont éclaté presque au même moment, évasion fiscale, affaires de mœurs, et j'en passe. Et on a vu les chiffres des sondages, ils ont augmenté après, dès en fait le premier trial. C'était tout bénéfice pour Donald Trump. C'est exactement ça. Pourquoi? Et je l'ai dit parce qu'on assiste à une période qui est un peu exceptionnelle en fait dans l'esprit des électeurs américains. On est là devant vraiment des électeurs qui vont vraiment privilégier actuellement vraiment l'appartenance partisane au parti, qui vont vraiment voter idéologiquement en se basant sur une certaine démagogie au lieu vraiment d'être l'électeur américain rationnel qui sanctionne en fait son leader en se basant sur des explications basées sur le juridique ou sur la politique, sur l'expérience ou sur les erreurs politiques, etc. Donc, c'est exceptionnel ce que les Américains vivent depuis l'arrivée en fait de Trump, même depuis la première fois de son arrivée vraiment à la tête de l'administration américaine. Ça continue avec son expérience à la tête en fait de cet exercice politique, surtout encore devant un représentant des démocrates qui est faible et que les démocrates eux-mêmes ne veulent pas changer pour qu'ils puissent aller récupérer leurs avantages sur la scène politique américaine, mais on assiste vraiment à une expérience qui est nouvelle et une expérience américaine qu'on a hâte de découvrir avec la fin de cette campagne électorale.
ce qui est intéressant, c'est que vraiment, on ne parle pas de fond. On parle que de forme. On n'a pas parlé des thèmes de... Enfin, même les thèmes qui ont été abordés, ils sont passés presque inaperçus face à la forme. C'est un peu l'ambiance générale, ça a été soulevé par M. Thiam tout à l'heure. Populisme, la montée des populismes. On voit aussi partout se développer ce genre de discours. En réalité creuse, très simpliste, en réalité très réducteur de la réalité, complexe. Parfois même, on peut se poser la question si les élites d'aujourd'hui sont capables de comprendre les enjeux actuels et futurs. C'est une grande problématique qui dépasse, à mon sens, les enjeux électoraux et au-delà, les enjeux sociétaux, mondiaux, globaux. Justement, en parlant d'enjeux, vraiment très rapidement, dernière question, en parlant d'enjeux, quel impact aurait ce débat sur la géopolitique mondiale, sur les États-Unis dans la scène internationale? Franchement, il faut qu'il y ait des mesures exactes ou des indicateurs, je ne sais pas, l'impact sur la bourse, sur le prix des barils du pétrole et au-delà. Mais certainement, je crois que les analystes prennent cela comme étant aussi des indices révélateurs ou mettre le curseur par la suite, parce qu'ils doivent anticiper probablement. Je verrai peut-être un Trump revenir, mais avec un score très serré avec M. Biden. Plus ou moins, mais le plus important peut-être, ce qui fait la force aussi du discours de M. Trump, c'est qu'il est réducteur, simpliste, et il atteint parfois on va dire les bas-fonds, si vous voulez, excusez-moi de cette expression, parce que vous avez les indécis, vous avez les indépendants. Exact. Il y a une polarisation très forte. Maintenant, ça peut basculer. Donc, ce qui fait que, je le crois, ce n'est pas un débat de fond, mais la géopolitique, d'une manière ou d'une autre, va aussi être impacté par le style de l'homme qui, demain, sera à la Maison-Blanche. Mais je pense aussi l'image de l'Amérique, de la démocratie de manière générale, en prend un sacré coup, parce que quand même, il faut se dire qu'on ne peut pas avoir des responsables de ce niveau-là se retrouver à débattre. Oui. Vous parlez de bas-fond, professeur, tout à l'heure. De si bas, en tout cas au-dessous de la ceinture. Oui, on parle de ça et on parle de... Ça. Oui, je joue au golf mieux que vous. Enfin... Donc finalement, on est sur des banalités politiques, des banalités de discussion, de débat, qui font que finalement, même ceux qui regardent, on regarde comme étant... C'est comme des feuilletons de cinéma qu'on regarde ou de sketch, parce qu'on ne va pas écouter aujourd'hui ce débat-là pour en tirer des conclusions démocratiques, politiques ou stratégiques. Surtout pour la capitale du capitalisme mondial, on n'a rien retenu de tout cela. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que le débat était fort passionnant aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Bachir. Merci Zakaria. Merci à vous également, Hicham Ouattadid. Merci d'avoir été encore avec nous depuis Vancouver. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée. Thank you.